Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Cette fois, dans cette série de vidéos sur les polynômes cyclotomiques, on va parler de ce qu'on peut dire quand on évalue un polynôme cyclotomique en une valeur entière. Alors d'abord les rappels habituels. On définit le nème polynôme cyclotomique comme le produit des x moins zeta où zeta va parcourir les racines primitives nème de l'unité. On a ensuite ce théorème crucial qui nous permet de factoriser x puissance n-1 en le produit de tous les dème polynômes cyclotomiques où d va parcourir les diviseurs de n. Et on a le théorème qui nous dit que phi de n est un polynôme irréductible à coefficient entier. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire sur les évaluations des polynômes cyclotomiques? D'abord, si x est plus grand que 1 strictement, alors phi de n de x est strictement plus grand que 0. Ça, c'est pas très dur à montrer par induction. Alors d'abord, on vérifie n égale à 1. Mais pour n égale à 1, phi de 1 de x, c'est x moins 1. Et si 1 est strictement plus grand, et si x est strictement plus grand que 1, alors x moins 1 est strictement plus grand que 0. Et ensuite, pour le pas d'induction, on va utiliser l'induction forte. On suppose que cette proposition est vraie pour toutes les valeurs de n plus petites que, enfin pour toutes les valeurs ici plus petites que n, et on utilise que x puissance n-1 est le produit des dème polynômes cyclotomiques où d parcourt les diviseurs de n. Et alors on l'écrit comme ça, je mets en évidence phi n de x. Et maintenant, par induction forte, on sait que ça est plus grand que 0 si x est strictement plus grand que 1. Et si x est strictement plus grand que 1, on a aussi ça qui est plus grand que 0. Et donc, ces deux inégalités impliquent que ceci doit aussi être plus grand que 0, et ce qui prouve déjà notre théorème. Ok, maintenant, un théorème un peu plus technique, c'est le suivant, où on va regarder certains coefficients, certains polynômes dans le corps AP élément. Donc on est intéressé par cette équation ici. Si une équation de ce type-là peut se produire modulo P, donc que x puissance n-1 soit congru à f de x fois x moins a au carré, où a est un entier et f de x est un polynôme à coefficient entier, alors, un peu de façon magique, vu qu'on n'utilise pas cette information du a, on a que p doit diviser n. Alors on va démontrer ça. D'abord, supposons que p divise a. Si p divise a, en remplaçant x par a dans cette équation ici, on a que a puissance n-1 est congru à a au carré, donc 0 modulo p. Mais si p divise a modulo p vaut 0, donc ça vaudrait moins 1. Et donc moins 1 serait congru à 0 modulo p, contradiction. Ainsi, on peut donc supposer que p ne divise pas a. Maintenant, l'idée clé à avoir, c'est la substitution suivante. On va remplacer x par x plus a. Ok, pourquoi ça nous aide? Parce que cette égalité ici, elle devient la suivante. Elle devient x plus a puissance n-1, qui est congru à x au carré f de x. Et maintenant, alors c'est un peu bizarre qu'on ait nos coefficients qui sont dans le corps AP élément, mais au moins on a que chaque polynôme a sa valeur, son coefficient de degré 0, son coefficient de degré 1, et donc les coefficients à gauche et à droite doivent être égaux à chaque fois pour le même degré. Et comme ici on a un multiple de x carré, c'était l'idée de notre substitution, les coefficients de degré 0 et de degré 1 devraient être nuls à gauche et à droite de cette équation. Si maintenant on se concentre sur le côté gauche de l'équation et qu'on développe, qu'est-ce qu'on a? On n'a que ça. Alors le coefficient de degré 0, il est facile à calculer, c'est a puissance n-1, plus, ensuite, par le coefficient binomial, on peut aussi avoir le coefficient de degré 1, c'est n fois a puissance n-1 x, et le reste, ce sera d'un multiple de x carré. Mais ce qui nous intéressait, c'était que ces coefficients-là, celui-ci et celui-là, étaient nuls. Comme ça, c'est un multiple de x carré. En particulier, on a que n fois a puissance n-1 est nul, mais comme on est dans le corps AP élément, être nul, ça voudra juste dire que p divise n fois a puissance n-1. Et maintenant, comme p ne divise pas a, cette équation-là
implique que P divise N. Et voilà. Alors c'est un théorème très important, mais ce qu'on va surtout utiliser, c'est le corollaire suivant, qui est une conséquence directe. Donc si on a un nombre naturel et un de ses diviseurs propres, donc il ne faut pas qu'il soit égal à n, et supposons qu'il existe un entier a tel que p divise phi d de a et phi n de a. Alors nous avons là cette conclusion que p divise n. Comment montrer ça? On va aller dans le corps à p éléments pour pouvoir démontrer le théorème. Donc si p divise phi d de a, ça veut juste dire que phi d de a est congru à 0 mode p. Et comme c'est un corps à p éléments, ça veut dire qu'on peut faire la division par x moins a, et on a que phi d de x est un multiple de x moins a dans le corps à p éléments. Enfin, dans les polynômes à coefficient dans le corps à p éléments. Donc on a ça en fait. Phi d de x est un multiple de x moins a. De même, si phi n de a est congru à 0 mode p, on peut faire la division par x moins a, et on a que phi n de x est un multiple de x moins a dans le corps à p éléments. Enfin, dans les polynômes. Voilà. Ok. Et maintenant, comment on arrive à utiliser le théorème? Maintenant, on a la chose suivante. On a que x puissance n-1, c'est juste le produit des d qui divise n de phi d de x. Mais maintenant, ici, on a x-a qui apparaît une fois dans phi d de x et une fois dans phi n de x. Donc, c'est en fait un multiple de x-a au carré. Et maintenant, par le théorème, donc peut-être je mets une petite... Du coup, par le théorème, on n'a que p divise n. Alors ça, c'est un corollaire très important qu'on va utiliser quelques fois encore dans la suite, donc à bien retenir. Ok. Maintenant vient le théorème peut-être le plus important de la vidéo, où en fait on va réussir à donner une caractérisation, ou en tout cas les propriétés que doivent vérifier des diviseurs premiers d'évaluation de polynômes cyclotomiques. Si on prend un nombre naturel n et un nombre entier a, alors phi n de a, c'est un nombre, et si on prend un de ses diviseurs premiers p, alors par ce théorème, ce nombre premier p doit vérifier que p est congru à 1 mode n, ou que p divise n. Donc c'est un théorème qui est assez fort, vu que nulle part, on n'a pas besoin de l'information en a. Alors on va démontrer ça. D'abord, comme dans le début de la vidéo, remarquons que si p divise a, pardon, si p divise a, alors le fait que p divise phi n de a, qui lui-même est un diviseur de a puissance n-1, et comme p divise a, ces deux informations nous impliqueraient que p divise 1, ce qui est donc une contradiction. Donc on peut supposer que p ne divise pas a. Maintenant, remarquons que par ce qui est écrit ici, je n'ai pas forcément besoin de le réécrire, je le réécris sous forme modulaire, et j'ai que a puissance n est congru à 1 mode p. Et maintenant, quand on a ce genre d'équation, ça peut toujours être intéressant de considérer l'ordre multiplicatif de a mode p. Donc introduisons k, l'ordre multiplicatif de a mode p. C'est donc le plus petit nombre positif, tel que a puissance k est congru à 1 mode p. On sait aussi que tous les nombres vérifiés dans cette équation sont des multiples de k. En particulier, comme on a ça, on a que k est un diviseur de n. Ok, maintenant considérons deux cas. Le premier cas, c'est le cas où k est égal à n. Mais ok, dans ce cas-là, on peut juste voir que par le petit théorème de Fermat, on a aussi une autre équation de ce type, c'est que a puissance p-1 congru à 1 mode p. Et comme ça c'est l'ordre, on sait que k divise p-1. Mais k, comme k est égal à n, je le réécris ici, on a que n divise p-1. Et n divise p-1, c'est équivalent à dire que p est congru à 1 mode n. Et c'est une des conditions qu'on avait dans le théorème. Ok, voilà pour le cas 1. Maintenant pour le cas 2, le cas où k est plus petit que n, on va aller chercher un diviseur qui va nous permettre de faire quelque chose de similaire. Donc comment on va faire ça? Alors, je remets ce qui est écrit là, juste avant. Comme a puissance k est congru à 1 mode p,
je sais que A puissance, peut-être quelque chose qui peut être intéressant, c'est de décrire A puissance k-1 comme le produit de tous les diviseurs de k cette fois, de phi d puissance 1. Et comme P divise A puissance k-1, je sais qu'il existe P, pardon, pas P, je sais qu'il existe D divise K, tel que P divise un de ces facteurs ici. Tel que P divise phi D de A. Ok. Maintenant, on se rappelle que K était un diviseur de N. Donc si D est un diviseur de K, qui est un diviseur de N, on a que D est un diviseur de N. P divise phi D de A, et on a aussi que P divise phi N de A. C'était l'hypothèse de départ, qui est ici. Enfin, c'est l'hypothèse du théorème. Et maintenant, peut-être que vous voyez où je veux en venir, j'ai envie d'utiliser ce théorème-ci, qui nous dit que quand on a un diviseur de n et un nombre premier qui divise phi d de a et phi n de a, alors p divise n, et c'est exactement ce dont on a besoin. Donc par ce théorème-là, plutôt par ce corollaire-là, on a que p divise n, et c'était l'autre condition qu'on voulait vérifier. Ok, ça c'est peut-être le théorème le plus important de la vidéo. On a réussi à caractériser, ou en tout cas donner des propriétés des diviseurs premiers de phi n de a. Ok, un corollaire facile, peut-être trop facile. C'est le cas particulier où n égale à un nombre premier. Pourquoi? Parce que ce qui est dit ici, c'est qu'un diviseur premier de x puissance p-1 plus x puissance p-2, ainsi de suite jusqu'à plus x plus 1, doit vérifier que q est congru à 1 en mode n. Ah, pardon, ça c'est un p. Q est congru à 1 en mode p, ou q égale p. Mais on a juste à remarquer que ça, c'est phi de p de x. On l'a vu dans une vidéo précédente. Et donc, on peut utiliser le théorème d'avant pour dire que si Q divise phi P de X, alors on a soit que Q est congru à 1 en mode P, soit que P... alors c'était dans quel sens? Soit que Q divise P. Mais pour un nombre premier qui divise un autre, on n'a pas le choix, il faut qu'ils soient les mêmes. Donc on a soit Q qui est congru à 1 en mode P, soit Q qui est égal à P. Et voilà. Ok, maintenant, je voulais juste terminer par une application assez surprenante. D'abord, on rappelle le théorème de Dirichlet sur les progressions arithmétiques, qui dit que pour un nombre entier n non nul et un entier m qui est premier avec n, il existe une infinité de premiers p, une infinité de nombres premiers p, tels que p est congru à m mod n. Par exemple, si on prend n égale à 5 et m égale à 1, ça nous dit qu'il existe une infinité de nombres premiers p qui s'écrivent sous la forme 5k plus 1. Ce qui est certainement non trivial quand on l'écrit comme ça. Et en fait, ce théorème, il est extrêmement difficile à démontrer. Enfin, en tout cas, il fait appel à des outils d'analyse complexes qui sont... je vais jamais faire de vidéo dessus, par exemple. Enfin, je pense pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va en fait démontrer un cas particulier de ce théorème. En fait, les cas où m égale à 1 pour tous les n. Et donc en fait, on va réussir en particulier à montrer qu'il existe une infinité de p qui est égale à 5k plus 1, une infinité de premiers qui égale à 6k plus 1, 7k plus 1. En fait, on va réussir à tous les faire. Donc c'est un cas particulier qui est beaucoup plus simple en fait. Ok, donc écrivons-le. Pour tout entier n non nul, il existe une infinité de nombres premiers p, tel que p est congru à 1 mod n. Ok, alors on va faire une preuve par contradiction. Peut-être j'écris preuve par contradiction. On va supposer que cet ensemble de nombres premiers est fini. On va appeler cet ensemble, disons, S. C'est tous les premiers tels que P est congru à 1 mod N. Et on va
On va supposer que S est fini. Donc supposons que S est une cardinalité plus petite que l'infini. Alors comme S est fini, j'ai le droit de prendre le nombre suivant, de le définir. Je définis le nombre T comme le produit de tous les nombres qu'il y a dans S, tous les premiers qu'il y a dans S, fois N. Ok. Ce nombre, il existe vraiment parce qu'on a supposé S qu'il y avait une quantité de nombres premiers dans S finie. Si S était infini, c'est en fait ce qu'on veut montrer, on n'aurait pas le droit de définir ce nombre T. Ok, et maintenant on va considérer la chose suivante, on va considérer phi n de T. Le problème c'est qu'on a envie... Ah mais il y a une faute. Ah non, il n'y a pas de faute, pardon. On a envie de considérer des nombres premiers qui divisent ça. Mais on n'a pas envie que ce nombre soit 1. Parce que si ce nombre est 1, des premiers qui en divisent, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on va forcer en quelque sorte que ça, ce soit plus grand que 1. Le problème, c'est que ça pourrait être égal à 1. Donc, il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on s'en sorte. Comment on peut faire ça? Alors, en fait, on va considérer tous ces nombres aussi. On va considérer les puissances de t. Et, ouais, enfin, ça nous donne une infinité de valeurs, mais si toutes ces valeurs valent 1, alors le polynôme est le polynôme trivial, le polynôme nul. Comme un polynôme de degré fini ne peut pas avoir un nombre infini de racines. Comme t est plus grand que 1, tous ces nombres sont différents. Donc il existe un i, disons celui-ci, tel qu'il est plus grand que 1. Ce qui nous autorise à prendre un premier qui le divise. Ok, mais maintenant on peut enfin utiliser le théorème important qu'on a démontré aujourd'hui, qui nous donne des propriétés sur les nombres premiers qui divisent des évaluations de polynômes cyclotomiques. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que deux choses, soit P est congru à 1 mode N, soit quoi? Soit P divise N. Ok. Mais il y a un problème avec ça, et peut-être que vous le voyez maintenant, c'est que si P veut diviser ça, il doit aussi diviser tous ses multiples, en particulier il doit diviser TI puissance N moins 1. Okay. Et voilà le problème, c'est que T, il est choisi de sorte à ce que les nombres premiers de ce type-là et de ce type-là le divisent. Parce que si P est de ce type-là, alors une chose est sûre, c'est que P va diviser T. Pourquoi? Parce que P serait alors dans S et diviserait T. Si P divise N, comme T est un multiple de N, alors P diviserait T aussi. Donc dans tous les cas, P divise T. Et comme on a ça, on a alors que P divise 1 dans tous les cas, grâce à ça. Ce qui est une contradiction. Donc ce qu'on a supposé au début était faux, et cet ensemble-là est infini. Et voilà. Donc une preuve surprenante qui utilise les polynômes cyclotomiques d'une infinité de nombres premiers dans une progression arithmétique bien choisie, très particulière. Voilà, merci d'avoir regardé.